voyez bien? Super. Alors, mais moi j'ai oublié le plus important, je me suis pas dit mon petit cours. Voilà. Comme vous avez remarqué, je fais beaucoup, souvent, enfin, parfois de l'impro, parfois j'écris. Là, j'étais inspirée, j'ai écrit. Alors, tant qu'à faire, autant qu'on s'en serve aussi. Et juste, il faut que je fasse apparaître en même temps que je vous vois. Comment on fait ça? Voilà. Oui. Une seconde, hein, vous me connaissez maintenant. Voilà. Après, j'ai du mal à m'organiser, mais ça va, on y arrive. Alors, comment ça va déjà tout le monde? Vous pouvez pas me répondre, je sais. J'espère que tout se passe bien, que tout se passe bien, c'est-à-dire le déconfinement. Alors pour les Israéliennes, c'est le déconfinement. Pour les Français, j'ai pas très bien suivi, mais je crois qu'aussi vous commencez à retravailler. Et j'espère que ça se passe très très bien. Je voulais en parler, j'ai pensé à faire un cours là-dessus. Et puis finalement, j'ai plus voulu parler du couple. En fait, ces derniers temps, on a beaucoup parlé, les derniers cours, on a beaucoup parlé d'estime de soi. On a beaucoup parlé d'estime de soi en tant que nous, en tant que soi, et au niveau de nos enfants. Et alors, je me suis dit, mais attends, elle est où la place de l'estime de soi dans notre couple? Alors oui, c'est pas le titre que j'ai mis parce qu'on va aussi parler, bien sûr, un des éléments clés de notre estime de soi au sein du couple pour la maintenir, ça va être évidemment aussi les disputes. Comment on les gère? Est-ce que ça sert à quelque chose, ces fameuses disputes? Est-ce que ça ne sert pas? Est-ce qu'on doit les éviter? Est-ce qu'on doit au contraire s'affronter? Voilà, toutes ces questions, elles sont importantes et elles sont même, je dirais, primordiales parce qu'évidemment, quand on vit en couple, on l'a bien remarqué, la dispute, elle fait partie du quotidien. Et en plus, quand on est en confinement, ça veut dire que, il y en a qui vont me dire, je suis trop contente. J'ai eu des patientes comme ça au début, elles m'ont dit, ah non, ça me fait tellement bien de nous retrouver, on a le temps de se poser, on n'a plus le stress. Et au bout des 3 semaines de confinement, c'était le déchirement. Après, c'est pas pareil chez tout le monde, bien sûr. Chacune a sa façon de vivre le confinement avec son mari. Mais même en dehors du confinement, on va parler de toute façon de la relation de couple, de l'estime de soi dans le couple, de la dispute, en quoi elle peut être, au contraire. En fait, le but, évidemment, d'une dispute, c'est qu'elle soit bénéfique. Il y a des personnes qui m'envoient des messages pour le lien Zoom et je suis dit encore. Bon, trop tard, je peux plus. Voilà, alors je disais que ça doit être bénéfique une dispute dans un couple. En réalité, est-ce qu'on doit se disputer ou pas? Évidemment qu'on doit en fait. C'est pas évidemment qu'on doit se disputer, c'est qu'évidemment qu'il va y avoir des moments de conflit et évidemment qu'il y a des moments où on ne va pas être d'accord. Ça, c'est la base hein, dans le couple, évidemment, puisque on est deux personnes différentes. Et ça, c'est ce qu'on disait la semaine dernière quand on a parlé. D'ailleurs, j'ai oublié de vous remercier pour vos retours, encore une fois. C'est important que je le fasse parce que je suis contente de voir que au prochain, ça a apporté. Et puis, je vous remercie de me faire partager parce que parfois, on peut assister à un cours et après, voilà, on oublie. Donc déjà, je fais une petite parenthèse pour vous remercier. Moi, ça m'encourage, ça me donne aussi beaucoup de force. Et maintenant, le lundi, c'est devenu une journée chez moi très chargée. Avant, c'était le mardi, maintenant, c'est le lundi et le mardi. Mais ça me donne justement des forces pour. Ça veut dire que. Enfin bon, bref, je ne vais pas raconter ma vie, mais bon, le matin, parfois, je suis là. Je me dis comment je vais arriver à faire tout ça parce que ce soir il y a le cours, il faut absolument que le cours soit prêt et aussi que ça à faire. Et au prochain, à chaque fois que je repense à l'idée de vous parler, de vous voir dans l'écran, eh bien je suis comment on dit, encouragée quoi. Vraiment, je me dis non, ça va bien se passer, j'en suis sûre. Donc voilà, j'espère que ce soir aussi, ce sera pareil. Alors, attendez, reprendre, voilà, c'est suspendu. Alors, comment, oui, donc on revient à cela. Comment on va, on a parlé de la semaine dernière, évidemment, de la communication, de comment on doit s'aimer, de comment on doit se respecter, de toutes ces notions qui sont évidemment importantes, évidemment, et qui sont primordiales pour s'aimer. Et évidemment, tout ce qu'on a dit la semaine dernière, ça va être valable dans le couple, encore plus au sein du couple. Pourquoi? Attendez, je donne le code parce que la personne m'appelle et tout, c'est quand même dommage. Je suis désolée. C'est quoi 55, 26, je le connais par cœur, c'est bien. Voilà, on y va. Attendez, je suis désolée de cette interruption. On reprend. Chaque personne est importante, on dit. Alors, on disait la semaine dernière que ce qui est très important dans une relation à l'autre, c'est de se mettre à niveau de l'autre, de savoir l'écouter, de se mettre au même niveau. Vous imaginez bien que dans l'histoire de notre couple,
ça va être encore plus important. Parce qu'évidemment, au sein de notre couple, on va avoir énormément d'attentes et bien plus au niveau de notre couple qu'au niveau que de n'importe quelle relation. D'accord. Il y a des relations avec lesquelles on va être dans l'attente et d'autres, on va être moins dans l'attente. Celle du couple, on va l'être énormément. Pourquoi? Parce qu'au niveau même inconscient, on se dit que notre couple, c'est le territoire où je vais pouvoir réparer toutes mes blessures émotionnelles que j'ai vécues lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais adolescente, quand j'ai eu un problème d'estime de moi. Qu'est-ce que je vais attendre de mon mari, en fait? Bon, là, je dis mon mari parce qu'on est entre femmes, bien sûr, mais si on était, bien sûr, enfin, je veux dire, ça s'applique évidemment aux hommes, évidemment. On va attendre que la personne en face nous remonte à chaque fois, nous aime, tout ce que nous, on n'arrive pas, en fait, on n'a pas réussi. Là, on n'a pas réussi à s'aimer, on attend de l'autre qu'il nous aime. D'ailleurs, ça me fait penser, une petite anecdote, une patiente cette semaine qui me dit, bah voilà, j'ai fait une réflexion à mon mari parce qu'il donne un service en fait au niveau de son travail, il donne un service gratuitement parce qu'il aime le donner, il aime ça. Et quand je lui ai dit, mais tu gagnes rien là-dessus, il m'a dit, mais non, mais t'es pas fière de moi, t'es pas fière de moi que je le fasse. Pourquoi tu me poses cette question? En fait, il a été lui blessé que sa femme ne le valorise pas sur en fait, pour sa, comment on dit, son altruisme quelque part. Genre, je donne de ma personne et je donne de mon temps et tu devrais me valoriser pour ça. Bon, très bien. Bon, déjà, bon, elle était un peu étonnée. Elle trouvait que il aurait pu, tout travail mérite salaire. Bon, c'était une opinion qui se défendait et elle ne pensait pas du tout le toucher sur son estime de lui, on va dire, là-dessus. Et puis, Shabbat sont invités chez ses parents, au mari, donc chez la belle famille. Et les parents, les frères et sœurs disent ah, tu fais ça aussi pour ton travail, d'accord, mais tu es payé pour ça? Ah non, non, je ne suis pas payée. Ah bah, franchement, tu devrais. Hein. Donc, même réflexion que la femme. Et elle me dit, mais à eux, il n'a pas du tout mal réagi, il a accepté, il a trouvé, enfin voilà, il n'a même pas répondu, ils sont passés à un autre sujet, détendu, on n'a pas parlé. Enfin, j'ai vu que vraiment, zéro réaction, ça ne lui a rien fait. Et moi, il m'a fait un caca nerveux, j'ai rien compris. Pourquoi? Enfin, c'est-à-dire, c'est pas juste. Je sais pas, pourquoi il n'en veut pas à eux et il m'en veut à moi? Vous avez compris ou pas? Je lui ai dit, mais oui, parce qu'avec vous, d'abord, ça prouve qu'il vous aime et que votre opinion compte. Ça ne veut pas dire que la vie de la famille ne compte pas, bien sûr. Ce que ça signifie, c'est qu'avec dans notre relation conjointe, on va attendre quelque chose de différent que de la famille, en fait. Là, c'est le terrain où je veux être aimée. Là, c'est le terrain où je veux être respectée. Là, c'est le terrain où je veux être valorisée beaucoup plus que dans une autre relation. Je vais être dans l'attente. Je vais même parfois être dans l'exigence, d'ailleurs. Et ça, c'est vrai que c'est évidemment à corriger. Mais donc, forcément, ça craint, entre guillemets, parce qu'évidemment, plus il y a de l'attente, plus il peut y avoir des déceptions. Plus je peux être déçue, plus je peux être forcément un peu agressive. Les disputes, les conflits vont prendre une autre proportion automatiquement. D'accord? Donc en réalité, ce que je dis souvent, plus les disputes quelque part sont violentes, plus ça veut dire qu'il y a de l'implication émotionnelle. Finalement, c'est pas si mauvais signe que ça. Alors qu'on a l'impression que c'est très mauvais signe, eh bien non, c'est pas si mauvais signe que ça. Mais effectivement, c'est quand même à travailler. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à réfréner nos attentes, ou en tout cas à comprendre que même si c'est notre couple qui est en jeu, enfin même si c'est notre conjoint, eh bien, je peux aussi baisser mon exigence et lui laisser la liberté de penser vis-à-vis de moi. Et il n'est pas toujours, ou elle n'est pas toujours, mais bon, encore une fois, on est entre femmes, alors je parle au masculin quand je parle du mari, mais ça s'applique aussi aux hommes, évidemment. Ce que je dis, c'est unisexe, voilà, pour faire clair et court, c'est valable dans les deux cas. Donc, c'est valable dans les deux cas, mais voilà, si mon mari, je vais être vraiment dans l'attente. Et pour cet exemple-là de ma patiente, en fait, je vais l'appliquer aux femmes pour que vous puissiez encore mieux comprendre, même si je suis sûre que vous avez compris avec tout ça. Mais c'est intéressant de le voir dans l'autre sens. Elle a tout de suite, en tout cas ma patiente, elle a tout de suite ri et elle a souri, elle a compris. Et on intègre beaucoup mieux quand on s'identifie. Alors en fait, je lui ai dit, imaginez maintenant que vous faites toute belle, genre une heure avant, vous tirez en confinement, genre pyjama party, les cheveux en l'air, pas maquillée, voilà, tout trala, comme on dit, ok, en anglais, en norvégien, on dit trala, vous connaissez. Si, je suis allée un petit peu et là, elle se pomponne, je sais pas, d'un coup, c'est douchant, comme ça nous arrive à toutes. Hein, des fois, on en a marre de pas s'aimer dans notre miroir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va se prendre un petit coup de... Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait?
d'envie, comme de pulsion, on a envie de se sentir belle, on va se maquiller, se pomponner, se parfumer, je sais pas, on a une envie comme ça. Et là, on passe devant le mari, une fois, 2 fois, 3 fois, toujours pas de réaction. Mais les enfants étaient en cours quand même. La fumée, elle sort des oreilles, on va s'arracher la tête, les cheveux qui souillent selon chacune, on n'est pas tranquille. Et il dit toujours rien, rien, il n'y a rien qui sort. Ok. Disons qu'une heure après, il y a la maman de la fille là, qui s'est fait belle, ok, la femme qui appelle, ma fille, j'ai fait des super gâteaux, allez, le confinement c'est fini, tu peux venir, venez prendre un petit thé à la maison, on se prend un petit thé, on se fait pas de bisous, on se voit et tout, après tu repars et tout. Ah bah super maman, ça tombe trop bien, elle se dit c'est génial, je suis bien habillée, je suis prête, allez on y va. Mais avant, il faut bien qu'il se prenne le petit savon quotidien, le mari. Attends, il n'a pas dit que j'étais belle. Donc, on y va. Ah, tu sais quoi, chérie, ma mère, elle a fait ton gâteau préféré. Tu viens, on fait un petit tour et tout. Il y a mes frères et sœurs, ça va être sympa et tout. Bon, d'accord, ok. Il traîne la patte, il dit toujours rien. Et là, là, arrive ce qui devait arriver. La femme, elle commence à s'énerver. Non, mais t'as pas remarqué, là Ouais, quoi Je sais pas, t'as pas vu, là T'as pas remarqué Ah ouais, t'es très sympa. Ah ouais, t'es très jolie. Ah ouais, c'est une nouvelle robe. Non, c'est ma robe habituelle, mais bon, c'est pas grave. Tu l'as déjà vue 100 fois, mais c'est pas grave. Je suis pas belle là, t'as vu? Je me suis mis l'eyeliner, le maquillage, le truc, les boucles d'oreilles. Ah ouais, si, t'es très belle. Ouais, de toute façon, tu remarques jamais. Mais de toute façon, et là, elle part la dispute, on va se fâcher, on va se vexer. Pour les plus gentils, on va se taire, on va se retrouver sur nous-mêmes. Pour les autres, ça va hurler. Bref, chacun son truc, chacun comment il l'exprime, chacun avec sa personnalité, chacune avec sa personnalité. On a bien compris qu'il ne va pas passer au travers du filet, le monsieur. Ça, c'est sûr. Donc, on arrive chez la famille. Donc, après ce savon gentiment passé, lui, il est complètement sonné. Ils ne sont pas au top. Et là, il est invité en plus chez la belle famille. Il doit faire bonne figure quand il est gentil. Il fait bonne figure quand il ne l'est pas. Il ne se cache pas. Non, enfin, quand il est naturel, disons qu'il va faire un peu la tronche chez la belle famille. C'est pas grave. Disons qu'on arrive chez la belle famille. Et là, la belle maman, donc la maman de la femme, elle apprend sa fille, ok, elle l'embrasse pas, mais elle lui dit ah, ça va ma fille, mais ça va ma fille chérie et tout, mais elle lui dit pas que t'es jolie, elle lui dit rien. Elle lui dit pas ta robe elle est super, elle lui dit fais pas trop gaffe non plus. Mais la fille elle se vexe pas. Vous voyez ou pas? La fille elle se vexe pas. Pourquoi? Vous avez compris? Elle n'attend pas la même chose de sa mère que de son mari. Aux yeux de notre mari, on a envie d'être la plus belle, on a envie qu'il nous remarque, on a envie de voir que dans ses yeux, il y a les papillons. Mais avec notre maman, c'est pas pareil. On sait qu'elle nous aime, notre mère, en principe, bien sûr, dans les bonnes relations. On est au courant, on sait, elle nous aime. Qu'on soit avec un balai-brosse sur la tête ou un foulard, peu importe, elle nous aime. Donc, on n'est pas dans la même attente. Bien sûr que ça fait plaisir, ça nous fait un compliment. Mais on n'est pas dans la même attente. Vous voyez ou pas? Vous avez vu le parallèle? Donc, c'est tout ça pour vous dire qu'en fait, dans le couple, on va avoir des attentes qui ne sont pas du tout les mêmes par rapport à la relation qu'on peut avoir avec notre maman, nos frères et sœurs, nos amis. C'est pas la même chose. On va pas la reprocher de la même façon. On va avoir un reproche qui va être... D'abord, on va être beaucoup plus vexé par les réflexions du mari que par les réflexions de... je sais pas, en fait, on va pas s'attendre aux réflexions. On les cherche même pas des fois. Alors, des fois, oui, hein, je dis pas. Mais c'est pas du tout la même chose. D'accord? On n'est pas sur le même terrain, en fait. On n'est plus sur un terrain neutre. On est sur le terrain de, en fait, l'amour. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le couple, on a des attentes énormes parce qu'on s'attend, en fait, à ce que ce soit le lieu de la joie, la sérénité, l'amour. On nous l'a vendu. On nous l'a vendu à fond dans les films hollywoodiens. Ça passe même pour celles qui ne regardent pas beaucoup les films. Je ne sais pas s'il y en a encore qui ne regardent plus les films. Mais bref, en tout cas, même si on a échappé, enfin même si on a essayé de ne pas regarder, ça transpire de partout. On se dit que quand on est en couple, on doit être aimé. J'ai envie de vous dire, c'est légitime. Bien sûr qu'on doit être aimé. Mais en réalité, c'est exactement comme l'enfance. Je ne sais pas si vous voyez, mais à l'époque, on avait l'impression que l'enfance, c'était l'époque de l'insouciance, c'était l'époque heureuse, c'était l'époque joyeuse. Et puis maintenant, avec tout ce qu'on apprend en psychologie et tout ça, on s'aperçoit que l'enfance, c'est le lieu où tout se construit, où se forment nos croyances, les limitantes, les aidantes, mais aussi, voilà, tous les traumatismes et tout ça viennent beaucoup, souvent, très souvent, de l'enfance. Donc, c'est plus tellement un lieu, en fait, ça a été démystifié, ce n'est plus tellement un lieu d'insouciance finalement l'enfance. On a réalisé que c'est plus un lieu d'insouciance. Bien, c'est pareil pour le couple. Le couple, on s'imagine beaucoup, on a des fantasmes que c'est le lieu où on va
énormément s'aimer. Bon, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'amour, hein, mais on imagine qu'on va l'exprimer d'une façon très pure, très saine, très belle, très connectée. Et on s'aperçoit finalement quand on est sur le terrain que ça ne se passe pas comme ça. Et on voit surtout que c'est le théâtre, en fait, de multiples rapports de force. C'est-à-dire qu'il y a souvent une compétition implicite où chacun va avoir le désir de séduire l'autre. Mais comment? En l'impressionnant. Et en fin de compte, quand on essaye d'impressionner l'autre, souvent ça va jouer contre nous parce que on va se sentir parfois dévalorisé, on va sentir qu'on n'est pas à la hauteur, on va sentir qu'il y arrive mieux que moi. Combien de gens nés de femmes qui me disent « Ah non, mon mari il est au top, hein. Ah non, mais lui il fait plein de choses, mais moi, j'arrive pas. » En fait, j'arrive pas. Et donc, on se sent tellement dévalorisé qu'on n'arrive même plus à… On est découragé, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive même plus à faire, en fait. Ou alors, on fait, mais comme lui n'a pas forcément la communication facile, ou il ne pense pas forcément à complimenter, à valoriser, ainsi de suite, on a l'impression qu'on ne fait rien. D'accord? On a l'impression que ce n'est pas vu, que ce n'est pas reconnu. Et comme on l'a souvent dit dans les cours, l'essence même du bien-être, même, mais de l'épanouissement personnel, mais pas que en réalité. L'essence même, le carburant de l'être humain, ça va être oui l'amour, mais comment exprimer? Dans la reconnaissance. Quand je me sens vue, quand je me sens entendue, quand je me sens regardée, d'accord? Eh bien là, je me sens reconnue et là, je me sens exister dans les yeux de l'autre, d'accord? Maintenant, étant donné qu'on n'a pas appris, on n'a pas forcément fait des cours dès le plus jeune âge, avant le mariage, tout ça, on va peut-être apprendre certaines choses, mais on ne va pas apprendre le fonctionnement de l'homme, de la femme, de l'être humain, tout simplement, j'ai envie de dire. Bien sûr que l'homme et la femme ont des besoins différents, mais l'être humain, de base, a le besoin de reconnaissance. N'importe quel être humain. Et j'ai envie de vous dire qu'à n'importe quel âge, voilà, à n'importe quel âge, de 0 à 99 ans, 100 ans, 120 ans, on a besoin d'être vu et reconnu. Alors j'espère qu'à 99 ans, 100 ans et 120 ans, on est moins, bien sûr, dépendant du regard des autres. J'espère quand même qu'on arrive à une certaine maturité. Mais on a toujours besoin, et en fait, c'est ça qui crée aussi la beauté des relations qu'on peut avoir, peu importe avec qui, c'est-à-dire on est interdépendants les uns des autres. C'est vrai qu'on dit souvent, il ne faut pas être dépendant. C'est pas beau, c'est pas bon pour l'épanouissement personnel. On doit être autonome. Mais on ne peut pas être complètement autonome puisqu'on est reliés les uns aux autres. Donc, on a besoin les uns des autres. Et c'est ça aussi qui est beau. C'est qu'on est tous interdépendants les uns des autres. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention à ce que ça ne soit pas une extrême dépendance. Parce qu'on est des êtres, de toute façon, nous sommes des êtres dépendants. On a besoin du soleil, on a besoin de l'eau, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de manger, on a besoin… on a besoin de respirer, on a besoin de l'oxygène. Donc, tout ça, nous sommes des êtres dépendants. Il faut l'accepter, bien sûr. Mais nous sommes des êtres dépendants, mais on ne doit pas devenir trop dépendants, si vous voulez. D'accord? C'est-à-dire trop dépendants des uns des autres, trop dépendants de l'approbation de l'un de l'autre, bien sûr. Mais on reste quand même, dans une certaine mesure, des êtres dépendants. OK. Donc, dans notre couple, au sein de notre couple, on doit savoir se regarder, se reconnaître, se montrer de l'appréciation, de la satisfaction de l'autre, s'encourager l'un et l'autre. Et malheureusement, encore une fois, nous ne l'avons pas appris, nous n'en avons pas conscience. Je sais déjà ce que vous dites là, j'imagine. C'est vrai que je ne vois pas les commentaires en fait. Bon, on verra ça plus tard, comme ça je ne me déconcentre pas. Mais en réalité, je sais que souvent on me dit « Mais oui, mais nous, on le dit, on essaye de valoriser, on regarde des cours, on lit des livres et mon mari, il ne fait pas assez, il ne lit pas, il n'écoute pas, il n'entend pas. Donc moi, je vais travailler. D'ailleurs, ce soir, on m'a envoyé ce truc, on m'a envoyé ce message. Oui, je travaille sur moi, vous faites des bons cours, j'aime bien vos cours et tout ça, mais en fait, mon mari, il n'en entend pas, donc il n'y a que moi qui travaille. » Alors, à cette question-là, je vais déjà y répondre, ça fait partie du cours de toute façon, donc ce n'est pas un hors-sujet, je pense. En réalité, dans un couple, vu qu'on est interdépendants l'un de l'autre, vu qu'on est en train de créer une unité, d'accord, on cherche à faire un tous les deux, on est deux sur le terrain, mais si moi, j'apprends des stratégies, j'apprends des méthodes pour apprendre à communiquer, à parler, parce que oui, la communication, c'est quand même la clé pour se faire grandir l'un et l'autre, si moi-même j'apprends ces notions, et si moi-même j'apprends à réagir de la meilleure façon, et peut-être pas justement à surréagir, si j'apprends à prendre du recul, si j'apprends tout simplement à être, eh bien je saurai aimer. Si je sais aimer, eh bien je sais construire. Alors même si l'autre ne le sait pas, je peux lui apprendre finalement. Au moins, il y en a un des deux qui fait évoluer la relation. Mais si les deux se ferment à l'évolution de la relation, c'est sûr qu'on n'avancera pas. Vous voyez? Donc, ne le voyez pas comme justement, s'il ne le fait pas, je ne le ferai pas. Et presque, c'est une vengeance. Eh bien, j'en arrive à un point important que je voulais développer ici.
c'est que si moi, je crois en fait, entre guillemets, me venger puisque je souffre dans ma relation de couple, alors je ne veux pas le faire certaines choses parce que je ne veux pas développer certaines choses parce que l'autre ne le fait pas, mais je me tire une balle dans le pied, comme on dit. Puisque quand lui ne s'investit pas dans le couple, eh bien moi, je me dis je ne m'investis pas non plus, eh bien on perd tous les deux et on se fait du mal tous les deux finalement. Puisqu'il y a lui, moi, le couple, d'accord? Si personne ne travaille pour le couple, d'accord? Lui, il ne travaille pas, je dis ah bah non, moi non plus je ne travaillerai pas. Je boude. Ok, on fait ça. Personne n'a travaillé pour le couple. Il va s'éteindre le couple. Il ne va pas tenir tout seul. C'est impossible. Donc au moins, sauvez-le. Au moins un des deux qui essaye de travailler. C'est pas grave. Et qui sait si vous n'allez pas vous-même l'amener à travailler aussi. Parce que ça donne envie, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui est agréable, quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui fait un travail de fond avec lui-même, il donne envie de se rapprocher. Quelqu'un qui est toujours désagréable, quelqu'un qui ne travaille pas sur lui. En fait, j'ai envie de vous dire, on a tous besoin de travailler sur nous de toute façon. On est tous des êtres imparfaits. Donc, on est tous là pour se perfectionner. Et le couple, normalement, c'est la grande école qu'Hachem m'a donnée pour me travailler. Donc, si je décide de ne pas travailler sur mon couple, si je décide de ne pas faire d'efforts sur moi-même, donc, ok, l'objectif, ce serait le couple. Mais en réalité, comment vous dire? C'est comme quand on dit aux enfants, je vais te donner une récompense si tu ranges ta chambre, ok? Mais en fait, l'enfant, il va faire ça pour sa chambre, mais en réalité, c'est-à-dire, l'enfant, il va le faire pour la récompense, il va le faire pour la récompense, mais en réalité, il aura rangé sa chambre, d'accord? Il aura un intérêt, finalement, il va être content le soir d'arriver dans sa chambre toute rangée, toute propre, c'est dans son intérêt. C'est pareil, la récompense, c'est que quand je travaille sur moi, c'est que mon couple, il va s'en porter mieux, ouais, mais en réalité, moi, je vais gagner aussi. Moi, je vais gagner puisque le couple est seulement le terrain où je peux me rendre compte de ce qu'il y a à travailler en moi. Vous comprenez? C'est vraiment le terrain où je dois chercher à me... Enfin, c'est pas que je dois chercher. Naturellement, j'apprends à me connaître. Parce que celui qui vit avec moi va mettre le point, va mettre le doigt sur ce que j'ai à travailler. Parce que devant ma voisine, devant mes amis avec qui je ne vis pas, devant tous ceux à qui, même les gens, mes collègues au travail que je vois peut-être même 10 heures par jour, ils ne me connaissent pas dans mon intériorité. Ils ne me voient que quelques heures dans la journée. Ils ne savent pas qui je suis réellement. Celui qui voit vraiment au-delà des mots que j'emploie, au-delà de ce que je dis et de ma façade, c'est celui qui vit avec moi. D'accord? Donc, la personne qui vit avec moi, d'abord, elle a tout intérêt à savoir communiquer, parce que si elle ne sait pas, effectivement, elle risque de pointer du doigt mes défauts, mais de la mauvaise façon, c'est vrai. Mais en tout cas, elle sait qui je suis réellement. Je ne peux pas lui mentir à la personne avec qui je vis. Je ne peux pas. C'est impossible. Je veux dire, alors surtout avec ce confinement, n'en parlons pas. Alors là, si pendant, allez, disons 12 heures de la journée, je n'étais pas là. Okay, le matin, je partais à 7 heures du matin et je rentrais à 20 heures ou 21 heures le soir. Je peux peut-être jouer un rôle de 21 heures à 7 heures du matin. Peut-être. Et après, il y a le Shabbat et ainsi de suite. Mais bon, disons peut-être. Mais alors là, avec le confinement, c'est fini. Hein. Le rôle, il est foutu là. Là, on ne peut plus se cacher. Et les masques tombent d'ailleurs. Parce qu'on dit à pourri, mais c'est tombé en plein pourrim. Enfin, ça a commencé, en tout cas ici, ça a commencé vraiment en plein pourrim. Bref, mais tout ça pour vous dire que la personne qui vit avec moi, elle va me connaître pour de vrai. Elle va voir mes vraies réactions. Elle va voir, par exemple, quand je laisse traîner... je sais pas, quand je laisse traîner mon linge et que je ne fais pas attention à qui habite avec moi et que je ne pense pas à l'autre à côté, que je ne pense pas que ça va peut-être déranger celui qui habite. Vous voyez, cette délicatesse-là, elle se voit dans ces petits gestes du quotidien. Et ça, il n'y a que la personne qui vit avec moi qui peut le savoir. Les autres, je me maquille, je fais semblant, je mets un sourire quand j'ai envie de m'énerver. De toute façon, je sais que je ne vais pas la revoir, qu'est-ce que je m'en fiche? Ou alors, je sais que je vais la voir 1 heure et après, ça y est. Ou alors, vous voyez, je peux jouer un rôle. Encore une fois, je peux jouer un rôle. Mais avec mon conjoint, je ne peux plus jouer un rôle. D'abord parce que là, c'est le terrain où j'attends beaucoup. Et ça parle à mon inconscient, à tout ce que j'ai vécu. En fait, c'est un dédommagement que j'attends. Si j'ai souffert beaucoup dans mon enfance, je vais attendre de mon mari qui me donne énormément d'amour. Si j'ai pas été aimée, enfin, je me suis pas sentie valorisée sur un certain domaine, je vais attendre de mon mari qui me valorise d'AFK, justement sur ce domaine. Et ainsi de suite. Donc déjà, je peux pas jouer un rôle parce que je suis, quelque part, j'ai montré ma vulnérabilité une fois que je me suis reliée à l'autre. J'attends naturellement beaucoup de l'autre. Mais en plus, il vit avec moi.
Donc, quand il vit avec moi, je ne peux plus y échapper. Il voit qui je suis. D'accord? Donc, là, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer automatiquement. J'ai envie de vous dire, le couple, c'est un sujet hyper vaste. Mais on va se concentrer sur l'estime de soi. Comment se protéger notre estime de soi? Comment faire grandir l'estime de soi? Surtout, en fait, j'ai envie de vous dire ce soir, on va surtout voir comment ne pas briser l'estime de soi de l'autre. Parce qu'on peut très facilement briser l'estime de soi quand on voit les défauts. Comme je vous disais, on est des êtres imparfaits. Donc, on vit ensemble. On a beaucoup d'attentes. On idéalise l'autre au début du mariage. On idéalise notre conjoint, notre conjointe. Et là, il se passe qu'on voit qu'il a des défauts. Et on ne le supporte pas. Il y a une raison aussi à cela. C'est parce que quelque part, l'autre qu'on aime tellement, on le voit comme la prolongation de nous-mêmes. Et comme on le voit comme la prolongation de nous-mêmes, eh bien, on ne supporte pas les défauts. Comme on ne les supporte pas chez nous parfois, on ne va pas les supporter chez l'autre. Et on va lui faire des reproches sans arrêt ou très souvent. D'accord? Et ça vient du fait que je le vois comme la prolongation de moi-même. Quand j'arrive à me dire, ah oui, et c'est ça que je disais par rapport au cours dernier, quand j'arrive à aimer, c'est que j'arrive à voir la différence de l'autre et quelque part, oui, à l'accepter. Il n'est pas comme moi, je ne suis pas comme lui, on est deux êtres différents, on ne pense pas pareil. Et c'est bien. Et c'est sain. Maintenant, ce que je dois arriver à faire, c'est créer un pont entre nos différences. Et c'est pas toujours évident, c'est sûr. Et on doit avoir des techniques, complètement. Et on ne les a pas appris, c'est vrai. Mais on va les apprendre. Et c'est ça qu'il faut maintenant. On a une génération où il y a beaucoup de cours, justement. Il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup de connaissances qui circulent. Et ça, c'est une évolution énorme. Ça, c'est accéder à d'autres dimensions. Ça nous permet d'accéder à d'autres dimensions. Et on en a vraiment, terriblement besoin. On a besoin de comprendre qu'il n'est pas la prolongation de moi-même. Je ne suis pas sa prolongation. On est tous deux différents. Et on doit arriver à communiquer malgré ces différences. Déjà, quand on part de ce point de vue-là, il est différent, il n'est pas obligé d'être comme moi, ça soulage. Maintenant, le problème se pose quand on se braque l'un envers l'autre. Ça empêche la communication. Ça empêche le flux d'exister entre nous, la connexion. Ça nous empêche complètement de se connecter l'un à l'autre. Donc, comment on va y arriver? Alors déjà, j'aimerais vous parler donc de comment se protéger de notre estime de nous et comment faire pour que les conflits soient bénéfiques l'un à l'autre. Comment ne pas faire pour que ces conflits soient le terrain d'explosion, mais alors des véritables explosions. Parfois, je rencontre des couples, souvent, je rencontre des couples en consultation qui me disent « Non, mais on s'aime. » Mais quand c'est les disputes, elles nous laissent, comment on va dire, elles nous épuisent. On n'arrive pas à parler. Elles nous brisent complètement. Et ce moment de dispute, en fait, on n'arrive plus à s'en relever. Et on n'ose même plus parler des sujets parce que du coup, si on commence à parler, ça va encore mal se passer. Donc, on préfère ne plus parler. Et ça, c'est dommage parce que, justement, quand je sais que l'autre est différent et quand j'accepte et quand j'apprends à parler, bon, ça a l'air très simple comme ça, mais c'est vrai que c'est des cours et des cours, des pages et des pages d'écriture, des heures et des heures d'études. C'est clair. C'est pas si évident. Pourtant, on a appris, on a fait des cours pour devenir tout ce qu'on veut, avocat, médecin, pharmacien, pâtissier, tout ce qu'on veut. Il y a des études, il y a des écoles, il y a tout ce qu'on veut. Bon, maintenant, on va au Prachem, mais il y en a aussi sur comment se comporter, les comportements et ainsi de suite, la psychologie. Heureusement. Mais je veux dire, pendant des années, il n'y en a pas eu. Et c'est un vrai manque. On ne peut pas le deviner si on ne l'a pas appris. Voilà. On peut avoir un don d'intuition, on peut comprendre, oui, mais c'est très compliqué de savoir exactement comment parler. Et même avec nous-mêmes, on est touché au plus profond de nous. Comment on ne va pas surréagir? C'est dur. Il nous a fait mal. Comment je ne vais pas surréagir? Très dur. Et ça s'apprend. D'accord? Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, pour qu'un conflit soit bénéfique, oui, je dois apprendre à parler, mais non, je ne dois pas insulter. Je veux dire, ça fait très slogan. Mais en réalité, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on se laisse aller à nos émotions et donc on crie, on hurle, on parle mal et parfois, ça nous soulage. Mais l'autre, il va s'en prendre plein la tête et ça ne va pas le soulager. Ça va rester, ça va le blesser profondément et ça va être mauvais pour la construction de notre couple. Ça, on le sait tous. Les thérapeutes conjugaux, les conseillers de couple, ce qu'on veut, ils savent tous. Quand il y a des coups bas au niveau de l'estime de soi, et on va aller voir quels sont ces coups bas, quand il y a des vrais coups bas qui sont donnés, c'est très néfaste pour le couple, mais pire que ça, en fait,
ça reste ancré. C'est-à-dire que c'est les choses qui sont le plus difficiles à pardonner, les coups bas. Et c'est compliqué en fait à pardonner parce qu'on se sent menacé. On ne se sent pas en confiance, ça brise la confiance. On se dit qu'il nous a touchés au plus profond de nous-mêmes. Alors, comment ça fonctionne ces coups bas? On va d'abord voir ça. En fait, il y a ce qu'on appelle les conflits normaux et les conflits pathologiques. Les conflits normaux, on sort de là, on se dit, on a trouvé une issue. On a fini par discuter. On a arrivé à un commun accord à quelque chose. On a appris à faire des compromis. D'accord ? Dans le conflit pathologique, on est fatigué. Ça n'a servi à rien. On est sorti de là, on s'est égosillé, on n'a plus de voix. On a des cernes jusque-là, on a pleuré, on a hurlé, mais rien n'est fait. On ne s'est pas compris. On a l'impression qu'on fait chou blanc à chaque fois. On a l'impression que ça ne mène à rien. On a l'impression qu'on n'est pas sur le même terrain. On a l'impression que, voilà, c'est deux mondes, on se retrouvera jamais. Deux mondes parallèles, c'est fini, on n'y arrivera pas. Ça, c'est le conflit pathologique, ce qu'on appelle quoi, le conflit pathologique. C'est la conjugopathie, en fait, si on utilise les bons termes. Mais, alors, je vais vous donner un peu, bien sûr, la comparaison entre ces deux conflits-là. Le conflit normal, quand je rentre en conflit avec l'autre, parfois je me dispute, parfois je peux être énervée, ça arrive, je suis être humain, hein, je m'énerve. Mais finalement, il y a un but derrière. C'est pour faire évoluer mon histoire, c'est pour faire évoluer une réaction. Par exemple, j'ai pas aimé que mon mari, comment il a parlé à ma mère. Ça peut arriver, ou à mon père, peu importe. J'ai pas aimé. Je veux lui faire la réflexion pour qu'on avance là-dessus, pour que ça reste pas comme ça. Mais mon but, c'est pas de le casser. Et je lui dis d'ailleurs, mon but, c'est pas de le détruire. Mon but, c'est qu'on avance, d'accord ? Donc, on veut faire évoluer les comportements de l'autre. Il n'a pas réalisé. Dans sa famille, on se parle détente. Dans ma famille, c'est beaucoup plus comment dire, réglementé. On est très dans le respect. C'est limite, si on ne se vous voit pas chez nous, bon, bah, il va falloir qu'il s'y colle. Il n'y a pas le choix. Parce que tout peut être vu comme un manque de respect chez moi, c'est comme ça. Chez lui, je n'étais pas comme ça. OK. Mais il est obligé de s'adapter un minimum. D'accord ? Donc, on veut faire évoluer le comportement. Mais le comportement, ce n'est pas la personne. C'est pas... voilà, on va voir comment. C'est-à-dire, dans le conflit normal, je veux faire évoluer le comportement. Dans le conflit pathologique, je veux le casser. Je veux lui faire mal. Il mérite. Il m'a fait mal. Je vais me venger. Vous voyez la différence ou pas ? Ça, c'est beaucoup plus néfaste. C'est logique. Parce que je parle d'abord beaucoup sur le coup des nerfs, mais l'émotion ne me quitte pas. Elle est là, elle m'emprisonne, elle m'étouffe. J'arrive plus à m'en sortir. J'ai une rage, une colère qui m'envahit complètement. Alors, quand je suis dans un conflit normal, je vais m'exprimer en « je ». C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est un message là que je vous dis en même temps, si vous vous reconnaissez dans les conflits pathologiques, j'ai envie de vous dire, je pense, la plupart des cas, quand on n'a pas appris, ok, n'ayez pas peur du mot pathologique, quand on n'a pas appris à se parler, quand on n'a pas appris à communiquer, quand on n'a pas appris à vivre avec un homme, avec une femme, et j'ai envie de dire même quand on est en shoot-à-foot, là, comment on dit, quand on cohabite avec des copines dans un appartement, c'est pareil. Si on n'a pas appris à parler, ça peut aller loin. Mais encore une fois, dans le couple, ça va prendre d'autres proportions parce qu'on s'aime à la base. On a fait un choix, c'est de passer notre vie l'un avec l'autre. On a fait un choix, c'est d'élever nos enfants l'un avec l'autre. On a fait un choix de se connecter l'un à l'autre. Et finalement, quand on sent qu'il y a des bugs, bah parfois c'est insupportable. Beaucoup plus que quand c'est en hébreu, mais une colocataire. Quand c'est une colocataire, on va se dire, bon, de toute façon, je m'en fiche, je ne veux plus la revoir. Ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai prêté serment. Je ne me suis pas engagée. Donc, je me suis engagée pour 1 an sur le contrat, mais ce n'est pas ma sœur, ce n'est pas ma mère. Je m'en fiche au fond. Bon, en réalité, ce n'est pas très juste de dire ça. Mais c'est-à-dire, en réalité, on devrait se dire, je veux le bien de mon ami ou de ma colocataire. Mais bon, passons. On va se dire, au fond, très au fond, bon, pas grave, même si je ne m'entends pas avec elle, ce n'est pas la fin du monde. Par contre, si je ne m'entends pas avec mon mari, c'est différent. On est d'accord, c'est beaucoup plus violent pour moi. C'est beaucoup plus inacceptable pour moi et je ne suis pas prête à l'accepter et je ne veux pas que ça se passe comme ça. Et bizarrement, moins je veux que ça se passe comme ça, plus ça va se passer comme ça. Pourquoi ? Parce que je vais être enragée à cause de ça. Forcément, je vais être très énervée profondément. Donc, ça va prendre des proportions. Donc, comment ça se passe quand je suis dans le conflit ? Alors, ce que je voulais dire, Ce que je voulais dire, c'est que le conflit pathologique, finalement, on le vit plus ou moins tout au début du mariage parce qu'on n'a pas appris, à moins qu'on soit quelqu'un avec des très bonnes midotes et qu'on a une maman qui nous a tout expliqué avant et qu'on a eu un couple, un exemple de parents super et que ça nous a donné des bons kélim. Attention, bien sûr, il y a des exceptions, bien sûr. Mais beaucoup de fois, de nombreuses fois, dans de nombreux cas,
on va se retrouver dans des conflits pathologiques au début. Puis après, soit on va faire une thérapie, soit on va écouter des cours, soit on va se reprendre, soit on va faire attention. Et parfois, c'est vrai que ça arrive tard parce qu'on s'est déjà bien déchiré, on s'est déjà bien fait mal. Et c'est dommage. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment, s'il y a des mamans qui ont, de toute façon, toutes, on a, je pense là sur le groupe de la mama, sur le groupe Zoom, on est des mamans. Surtout, il faut parler à nos filles, à nos fils, il faut expliquer comment ça fonctionne. Toutes nos leçons, il faut les transmettre. C'est très important. Parce que le conflit pathologique, il laisse des séquelles automatiquement. Bien sûr qu'après, on va chercher à arriver au conflit dit normal, aux conflits normaux. Mais avant ça, on s'est déjà fait du mal. Donc, il faudra réparer pour ensuite reconstruire. C'est dommage. Il vaut mieux, dès le début, commencer bien. Donc, au début du mariage, très souvent, on est dans le conflit pathologique. N'ayez pas peur si vous vous reconnaissez. Logique. Donc, en réalité, dans le conflit normal, qu'est-ce qui se passe? On parle à la première personne. Je suis très en colère. Je t'ai entendu parler à ma mère et j'ai pas aimé. Franchement, ça m'a pas plu. D'accord? Je suis en colère. Dans le conflit pathologique, imaginez le conflit pathologique, c'est tu me rends malade, t'es pas normal, mais t'es un fou, mais c'est comme ça que tu réagis, mais t'as pas honte de parler comme ça à ma mère. Le tue, ça tue, c'est connu. Donc déjà, je le tue pendant 3 heures. Ou il me tue pendant 3 heures, peu importe. Mais ça, qu'est-ce que ça va faire tout de suite? C'est une flèche qu'on m'a lancée dans le cœur. Je sens que mon estime de moi, elle est sapée complètement. D'accord? Je me sens même plus... c'est très, très dangereux en réalité. Vraiment, je me pèse mes mots. Parce que j'ai des gens en consultation et je le vois à quel point, parfois, le couple peut être tellement dangereux pour nous, pour notre estime de nous. Voilà, j'ai une patiente, elle me disait, je ne veux plus me disputer avec mon mari parce qu'on s'est disputé à un moment donné de notre vie. Et c'était tellement profond, tellement violent que je ne mangeais plus pendant 3 semaines. Et ça aurait pu durer plus longtemps. Mais je ne mangeais vraiment plus. C'est-à-dire, elle a vraiment fait un épisode anorexique. Ce qu'on appelle un épisode anorexique. Elle ne mangeait plus. Mais vous imaginez à quel point c'est profond. Alors là, c'était une conséquence physique qu'on a vue physiquement. Parfois, ça ne se voit pas. Je vais continuer à manger. Parfois, je vais manger double d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est très, très violent pour mon estime de moi. C'est détruire quelqu'un. Vraiment. Quand on dit dans la Torah, ne fais pas honte à quelqu'un parce que tu le tues, c'est comme renverser son sang. Ben, c'est pareil, au sein de notre couple, c'est aussi violent que ça. Ça fait mal, ça fait tellement mal. Mais vraiment, c'est terrible, terrible. Donc, il faut vraiment faire attention. Les conflits sont... Le couple, en fait, c'est un endroit sacré. Parce que c'est là où je me construis, ou, malheureusement, je peux me détruire. Si c'est un endroit où je peux me construire, mais magnifiquement, c'est aussi un endroit, malheureusement, où je peux me détruire magnifiquement aussi. Alors, voilà. Il y a dans le conflit normal aussi une autre caractéristique qu'on va retrouver, c'est qu'on est dans le... comment dire? J'ai perdu mes mots. On est tourné vers la recherche de solutions. Ça veut dire, bon, je me sens très en colère parce que j'ai vu comment ça parle à ma mère et j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine quand j'ai vu ma mère comme ça. J'ai senti que ça l'a blessée. Je sais que tu n'as pas l'habitude de ce genre de rapport très, très, très respectueux, des règles et ainsi de suite. Mais écoute, quand tu es avec ma mère, essaye de prendre sur toi. De toute façon, maximum, on y est 1 heure. Si tu veux, on se fait un jeu de rôle. On essaie d'imaginer comment tu peux lui parler. Là, on est dans la recherche de solutions. On n'est pas dans l'accusation pure et dure. T'es nul. Parce que c'est ça qu'on va dire. C'est ça qu'on va dire quand on est dans le conflit pathologique. On va chercher le coupable. J'ai vu ma mère qui faisait la tête et je sais que c'est à cause de toi. Tu l'as détruite, ma mère. T'es nulle. Tu sais pas parler. Tu sais pas y faire. Vous voyez, on continue à accuser. On pointe du doigt. Maintenant, encore une fois, c'est vrai. Peut-être qu'il ne sait pas parler à votre mère. C'est vrai. Mais il y a différentes façons de le dire. Il y a une autre façon de traiter le problème. Problème, il y a, ok. Mais comment je vais gérer le problème? Comment je vais voir mon mari? Est-ce que directement, je vais me le casser intérieurement, moi aussi? Ou est-ce qu'au contraire, je vais me dire, mais attends, mon mari a du crédit. Je sais que c'est un type gentil. Je sais qu'à la maison, il me parle bien. Je sais qu'aussi, il n'a pas l'habitude. Je sais qu'à la maison, chez lui, c'était presque, on appelait sa mère on appelait les parents par les prénoms. Donc forcément, lui, ça lui fait un choc. Chez nous, on se vous voit. Chez eux, on est des nobles chez nous. Non, mais chez nous, c'est très je ne veux pas te déranger. Et chez lui, c'est bon, quoi. On est hyper libre. Bon, bah, ok, je revois les contextes, comme je vous ai dit la semaine dernière. On voit dans quel contexte ça a eu lieu. D'accord? Dans quel contexte mon mari a évolué pour le comprendre. Et là, je me mets à son niveau. Et là, j'arrive à parler. Et là, j'arrive à prendre du recul.
sont centrées sur les comportements. Les critiques aussi, dans un conflit normal, les critiques sont centrées sur le comportement, pas sur la personne. Vous voyez la différence? Pas t'es nul, c'est ton comportement que j'ai pas apprécié, ok? Mais c'est pas toi que j'apprécie pas, c'est ton comportement. Exactement comme on fait avec nos enfants. D'ailleurs, tout ce que je vous dis, c'est valable avec nos enfants et c'est valable pour n'importe quelle relation. Et je vous ai bien expliqué que là, on est dans une relation de couple et qu'une relation de couple, elle compte pour notre épanouissement personnel encore plus que n'importe quelle relation. C'est pour ça que je dois en prendre soin, vraiment en prendre soin. Ensuite, le conflit a une fin. Voilà, dans le conflit normal, le conflit a une fin, comme je vous ai dit au début. Dans le conflit pathologique, le conflit n'a pas de fin. C'est tu m'as lancé un coup, tu m'as détruit, ben, je vais te détruire moi aussi. Attends, tu m'as fait mal, c'est pas gratuit. Automatiquement, j'ai un besoin de vengeance. J'ai envie de dire c'est humain, mais c'est pas juif. C'est-à-dire que si on veut vraiment se rapprocher du divin, on doit réussir à prendre sur soi, mais c'est très dur. Parce que plus je vais rentrer dans le rapport de force, et moins ça va aller. Et c'est ce que je vous ai dit au début du cours. Le couple, qui devrait être un lieu où on s'aime, on se respecte, on se donne de l'amour, on se valorise, ainsi de suite, eh bien ça devient le théâtre de rapport de force. Et pourquoi? Parce que tu m'as cassé un jour, je vais te casser le deuxième jour. Tu m'as détruit, tu m'as insulté, je vais t'insulter. Bon bref, on n'en sort plus et c'est le cercle infernal et à la fin, on finit par se détester. Là où il y avait de l'amour et là où ça devrait être un terrain d'amour, c'est un terrain de haine, d'émotions négatives, de rage, de vengeance, de ce que vous voulez, qui n'est pas l'endroit où il doit y avoir. Et on dit souvent, la haine est à la limite de l'amour. C'est vrai. Parce que là où je n'ai pas trouvé l'amour, je suis déçue. Donc je suis amère. Comme je suis amère, j'ai envie de rejeter mon sac d'amertume sur l'autre. Et forcément, ça ne m'amène pas au bonheur, à la joie, à la complicité, à tout ce qu'on rêve de trouver dans notre couple. Et le problème aussi, c'est que non seulement le conflit n'a pas de fin dans le conflit pathologique, mais en plus, on ressasse sans arrêt. C'est-à-dire, oui, il m'a dit ça, et toi, tu as dit ça, et pourquoi tu as dit ça? Tu n'aurais pas dû dire ça comme ça, tu aurais dû ça, et on refait, la scène du conflit, elle peut se refaire à l'éternité, ad vitam aeternam, d'accord? Il n'y a plus de fin, c'est-à-dire, je le répète sans cesse parce que j'étais tellement blessée, je ne comprends tellement pas que le conjoint ou la conjointe me parle comme ça, je suis tellement blessée au plus profond de moi que j'ai besoin de comprendre. Donc, je vais le ressasser sans arrêt, mais en fait, ça devient des ruminations qui ne sont pas productives et qui m'empêchent d'avancer. D'accord? Donc, comment on fait? Forcément, comment on fait maintenant? Attendez, je regarde juste que je n'ai pas oublié quelque chose. Ah oui, très important. Voilà. En fait, dans un conflit normal, eh bien, je rééquilibre les forces. C'est-à-dire que je sens qu'à un moment donné, je me suis sentie un peu trop, par exemple, je ne sais pas, mon conjoint, il n'a pas une bonne réaction voilà, vis-à-vis de ma mère. J'ai pris l'exemple de ma mère, mais de ma mère, mon père, peu importe, d'un membre de ma famille. On rééquilibre tout ça, on remet les choses à jour. J'ai été blessée par ton comportement. Je voudrais que maintenant ça s'arrange. Ça se rééquilibre. Dans l'autre conflit, en fait, je cherche à prendre le dessus sur toi. Je cherche à te montrer à quel point toi, tu ne sais pas y faire et moi, je sais y faire. Je cherche à te montrer, en fait, ma domination sur toi. C'est ça le rapport de force. Je cherche à te dominer, à prendre le dessus sur toi. Ça ne peut pas amener du bonheur, hein, forcément. Celui qui se sent soumis et dominé, comment il peut avoir envie d'être avec l'autre personne? À moins qu'il ait un côté en lui, une tendance au masochisme. Ça existe aussi. Hein. Mais il y a des couples comme ça où on se dit, mais c'est pas possible, comment il accepte tout ça? Ou comment elle accepte tout ça? Et il y a une tendance à cela, et ça se répare avec nous-mêmes en réalité. Et c'est pour ça qu'on accepte ça dans nos vies parfois. Parce qu'on a cette tendance, finalement, on a vécu peut-être des humiliations, on a vécu des humiliations dans nos enfances. Encore une fois, chacun avec son contexte et son histoire. Mais on a vécu, comment on va dire, dans notre enfance des choses, un schéma émotionnel, en fait, un contexte émotionnel qu'on recrée dans notre vie actuelle, dans notre vie présente. Et nos schémas, en fait, que l'on connaît, on a tendance à les reproduire parce que ça nous rassure. Même si ça ne nous a pas épanouis forcément quand on était enfant, on les connaît ces schémas, on a l'habitude et on les connaît. Alors on les recrée inconsciemment, on va recréer ce schéma-là. Il ne m'épanouit pas, il ne me rend pas heureuse, mais je le continue. Et on se dit, mais pourquoi je continue? Au bout d'un moment, normalement, il y a un éveil de conscience, il y a un réveil, il y a quelque chose qui se passe en moi qui me dit, mais je ne suis pas heureuse ici. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ne change pas ou pourquoi je n'essaye pas de changer ma relation de couple? Pourquoi? Alors parfois on dit oui, combien de fois? Mais j'ai essayé de lui parler, mais j'ai essayé, mais ça ne marche pas, mais il ne veut pas entendre. Mais en réalité, c'est parce que nous-mêmes, d'abord, très souvent, on n'était pas prêts à ça, on a peur du changement, on résiste inconsciemment. Et aussi parce que on n'a pas forcément les bonnes méthodes.
Et on n'est peut-être pas assez sûr de nous. Et en fait, on continue d'accepter à notre insu presque. C'est très compliqué ce que je vous dis là, je sais. Mais c'est tellement vrai, je ne saurais même pas le dire. Enfin, je vais essayer de le dire plus simplifié, mais comment vous dire? Je m'excuse parce que là, je pars dans des notions hyper psycho profondes. Là, on va passer à quelque chose de plus léger. Mais c'est important quand même de le comprendre. C'est que parfois, on s'enfonce dans des sortes de relations, c'est-à-dire des relations qui ne nous épanouissent pas. Ce n'est pas parce que le mari ne nous correspond pas forcément. C'est parce qu'on est rentrés tous les deux dans une relation qui n'est pas saine. Et on doit choisir tous les deux d'en sortir. Ok, maintenant, pourquoi je suis rentrée dans cette relation? Il peut y avoir des milliers de raisons. Mais je vous en donne une. C'est très possible que c'est ce qu'on connaît. D'ailleurs, souvent, on se dit « Ah tiens, ça ressemble à mes parents. Et je ne veux pas ressembler au couple de mes parents. Je les ai trop vus souffrir. » Mais pourquoi on le reproduit finalement? Parce que on connaît ce schéma. Et humainement parlant, on va vers ce qu'on connaît. Parce que ce qu'on connaît nous rassure. Et on ne sait peut-être pas faire autrement. D'accord? Voilà. On va se contenter de ça. Parce que c'est des notions après un peu peut-être trop compliquées. Mais voilà, nos schémas, on les connaît, on y va. Voilà, tout simplement. Donc, on doit choisir, on doit faire le choix, prendre la décision de sortir de ce schéma pour que ça s'arrange. Comment? Quand tu commences déjà à faire un pas vers la communication, la meilleure communication, comment je dois faire pour changer mes paroles, pour changer ma façon de faire, ma façon d'agir. Bien déjà, je suis en train de réparer quelque chose. Je suis en train de transformer, de changer, de transcender en fait ce que j'ai vécu, de le sublimer en mieux, en meilleur, oui, en mieux quoi. En mieux. Il n'y a pas d'autre mot, je trouve. Il faut le changer. Mais parfois, on a peur de changer, même si ça nous cause du tort, même si ça nous fait souffrir. Et on se dit, il n'y a pas de solution, c'est comme ça, je serai comme ça. Alors parfois, on tombe dans la résignation. Parfois, on est désespéré. Il y a énormément de panoplies de sentiments qu'on va ressentir. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que si on n'est pas encore dans le bon schéma, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment appris. C'est qu'on n'est pas encore suffisamment, j'ai envie de dire, réveillé intérieurement. C'est que notre conscience, elle n'est pas encore assez éveillée et qu'il y a encore du chemin à faire. Mais c'est pas grave, on peut le faire. C'est comme si vous êtes arrivé à la moitié du chemin, mais vous voyez au loin, en fait, je sais pas, vous êtes dans l'obscurité. Vous voyez très loin le soleil, la vie, des enfants qui jouent. De très loin, vous entendez le bruit. Et là, vous êtes seul. Il fait tout noir, il fait froid. Là-bas, il fait chaud, vous voyez le soleil. Vous n'allez pas vous dire, attends, je suis fatiguée, ça fait 5 km, 10 km que je porte des sacs lourds sur mon dos, lourds. Mais je sais que là-bas, au bout du chemin, il y a la solution. Vous n'allez pas vous relever, essayer de marcher et aller. Évidemment, vous n'allez pas souffrir et vous imposer cette souffrance toute votre vie. Bien, c'est pareil. Au bout du chemin, il y a la solution si je continue à essayer de marcher, à m'alléger au niveau de mes sacs, à déposer mes bagages, à me sentir plus léger. Plus vite je me sentirai léger, en fait, plus je me sentirai léger, plus j'arriverai vite vers la solution, enfin vers l'ultime solution, parce qu'évidemment, il n'y a rien qui se fait sans rien, il n'y a rien qui se fait sans effort. Tout demande un travail sur soi. Tout va demander des efforts, c'est vrai, mais ça en vaut la chandelle. On n'a pas envie, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir. Hachem, il n'a jamais dit « je t'envoie là, je veux que tu souffres ». Pas du tout, c'est pas son but. Son but, c'est qu'on évolue et qu'on grandisse, qu'on sort de cette vie et qu'on se dise à 120 ans « ah, j'ai appris, ah, c'était enrichissant, ah, j'ai grandi, ah, j'ai compris, ah, je suis plus la même ». Ça veut dire j'ai réparé des choses, j'ai réparé des schémas. C'est pour ça qu'on est venu là. Je vous l'ai dit la semaine dernière et je le redis encore. Voyez cette vie comme une grande école d'apprentissage qui est là pour nous faire évoluer. Et à partir du moment où j'ai ce point de vue-là, tout me semble déjà beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enrichissant et beaucoup moins dur, beaucoup moins lourd, beaucoup moins pesant. Je trouve ça au contraire même, je dirais, passionnant. Passionnant. Parce que je me dis, mais je vais apprendre. Oui, c'est difficile, mais c'est des défis à relever. Je vais apprendre, je vais comprendre, je vais grandir. Quoi de mieux? C'est pour ça que je suis là de toute façon. Et donc, ça nous change tout le point de vue et l'angle de vue et c'est autre chose. Donc, dans le couple, si c'est valable pour nous, enfin, pour notre façon de voir tout dans la vie, c'est encore plus valable au niveau de notre couple. Même si pour l'instant, vous êtes dans une situation compliquée, même si pour l'instant, vous êtes reconnu dans les conflits pathologiques, bien vous savez maintenant qu'il y a des solutions, on peut sortir de là. Alors, comment? D'abord, en apprenant, je vous l'ai dit, à parler avec des jeux, à parler notre ressenti. Ça aussi, on ne l'a pas beaucoup appris, à parler sur « je ressens les choses ». Pas « tu m'as fait », c'est « je ressens ça » quand tu réagis comme ça, quand tu réagis, quand tu te comportes. Mais c'est moi qui ressens, je suis responsable de mes émotions, de mes sentiments. Et je sais, tu n'as pas voulu me vexer.
sachez-le, en principe, un homme et une femme ne veulent pas vexer l'autre. Puisqu'ils sont là pour s'aimer, ils ne sont pas là pour se faire du mal. Donc, s'ils le font, c'est qu'ils n'ont pas fait exprès. Déjà, partez de ce point de vue-là pour arriver à communiquer. Sinon, on a la rage et on n'arrive plus à communiquer. D'accord ? Attendez, je fais une petite pause parce que j'ai beaucoup... Enfin, je vous ai dit que j'avais écrit plein de choses, mais en fait, je n'ai pas lu. Donc, j'ai peut-être loupé des choses. En tout cas, ouais. Oui, ça, je vous l'ai dit déjà. Bon, ok. Oui, donc ce qu'on veut, en fait, là, ce que je vous ai dit, c'est qu'on va focaliser quand même. Donc, on a focalisé sur les conflits, mais on va focaliser sur l'estime de soi. Comment on fait pour maintenir un couple en équilibre de lui-même, en équilibre de construire son couple, comme je vous ai dit. Évidemment, il faut travailler sur soi, évidemment. Mais autre chose, il faut travailler son couple. Comment on le travaille? Quand on fait attention à l'estime de soi de l'autre. Parce que le meilleur cadeau que je peux me faire à moi-même, c'est de m'aimer, on l'a dit. M'aimer, me respecter, bon, c'est tout un... Il y a 4 éléments qui constituent l'estime de soi et je vous invite à regarder les autres cours sur Zoom qu'on a donnés parce que je ne peux pas revenir sur tout vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il est déjà 11h30. C'est incroyable comment ça passe vite. J'ai l'impression que j'ai fait juste l'intro là, c'est incroyable. Bon, bref. L'estime de soi. L'estime de soi, il est composé de quatre piliers. Maintenant, mon estime de soi, elle est importante. Son estime de lui, elle est importante. Mon estime de moi est importante, son estime de lui est importante. Plus je vais l'aider à s'aimer lui-même, plus il va m'aimer. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que plus je vais le valoriser, plus il va me valoriser. Plus je vais le reconnaître, c'est ce que je disais au début. Plus je vais le reconnaître, plus il va me reconnaître. Comme on dit dans la Torah, si tu en fais un roi, il te fera une reine. Tous les deux, on doit se faire le roi l'un de l'autre. Mais c'est tellement profond comme phrase, ça a l'air tout simple. Ouais, fais-moi le roi, ouais, fais-moi la reine. Non, non, c'est hyper profond. Parce qu'en fait, comment j'y arrive? Quand je gâte son estime de lui, quand je l'aide à s'aimer lui-même. Retenez bien cette phrase, elle est primordiale. Quand je l'aide à s'aimer lui-même, eh bien, elle m'aime à moi. C'est fort, hein? Pourquoi? Parce que j'aime les gens qui m'aident à m'aimer moi-même. Très souvent, mon estime de moi, elle est à dure épreuve. Entre les défis de la vie, les défis du quotidien, mes défis dans mon enfance, mais combien on m'a brisé, combien à l'école ça a été compliqué, combien j'ai dû lutter pour faire ma profession, combien j'ai dû lutter pour créer ma vie, peu importe. C'est dur la vie. Non, c'est dur. J'aime pas dire ça, mais ça demande des efforts. Ça demande du travail. J'ai besoin que celui qui vit avec moi, il m'aide à m'aimer, il m'aide à avoir des forces. Qu'est-ce qui me donne mon carburant? L'amour. Comment j'exprime l'amour? Par la reconnaissance. Par je t'ai vu, je t'ai entendu, je t'ai reconnu, je t'aime et je te vois. C'est quoi de dire je t'aime à quelqu'un? Vous avez jamais posé cette question? Si je suis sûre que vous l'avez posée, on est des femmes, on se la pose cette question. De dire je t'aime à quelqu'un, de dire je t'aime. C'est bien de le dire, c'est très très bien, bravo. Si vous le dites, bravo. Mais est-ce que ça suffit? Quelqu'un qui vous dit je t'aime, mais toute la journée, il vous aide pas, il vous soutient pas, il n'est pas avec vous en équipe, vous ne faites pas une équipe. Vous croyez en son amour, vous? Non, vous ne croyez pas. Et vous avez raison. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement des mots, c'est des preuves d'amour au quotidien. C'est des petits actes qui font un tout. Et quand je dis je t'aime, ça ne doit pas seulement être dit, ça doit être vécu. D'accord? Maintenant, pour arriver à le sentir que l'autre il m'aime profondément, je dois sentir, comment vous dire, qu'il me voit, qu'il m'entend, que même quand il me fait une remarque, une réflexion, c'est pour mon bien, c'est pas contre moi. C'est pas contre moi, c'est pour mon bien. C'est parce qu'il veut que j'évolue. Quand je sens ça chez quelqu'un, je vous assure que la critique, je la prends avec amour. Parce que c'est une critique faite avec amour. Évidemment que dans un couple, on va se faire des critiques. C'est un leurre, ça, de se dire « Ah mais non, et puisqu'il m'aime, il ne doit pas me critiquer. » Mais vous avez rêvé. Pardon, hein, mais c'est un fantasme. Ça arrive que dans La Belle au Bois dormant et les Blanches-Neiges et compagnie. Dans Walt Disney, quoi. Mais dans la réalité, bien sûr qu'on va se critiquer. C'est ça qui va me faire évoluer. J'ai envie de vous dire, embrassez-le si vous critiquez, c'est qu'il vous aime. Sinon, c'est qu'il s'en fiche. Mais c'est vrai qu'il doit apprendre à les dire, ces critiques. Je ne dis pas le contraire. Mais quand il vous fait ces critiques, c'est une façon finalement de vous dire détournée, de vous dire « je te vois, je te regarde, je tiens à toi ». Après, il le dit d'une façon maladroite, il doit l'apprendre. Mais vous aussi, quand vous lui dites, vous pouvez lui dire « ah, t'es nul, je sais pas parler » ou vous pouvez lui dire « mais même pour toi, c'est dommage de ne pas savoir parler. On pourrait tellement s'aimer plus. Moi, quand tu me dis ça comme ça, mais j'ai envie de partir en courant. Ça m'éloigne de toi. J'arrive pas. J'ai envie d'être proche de toi, mais quand tu me parles comme ça, j'arrive plus. » Vous voyez, c'est différent.
même la critique, ça devient un message d'amour, en fait. C'est merveilleux quand c'est comme ça. Même la critique, je sens qu'on m'aime. Je sens que c'est pour mon bien. C'est pas toujours des bons moments. Hein. Je dis pas que les conflits, c'est toujours ouais, on s'adore. Non, c'est dur. C'est un moment, mais c'est un moment d'évolution. C'est ça le but, en fait. C'est tout ça le but. Alors maintenant, on va conclure sur 3 questions. Un petit exercice que je vous donne, petit bonus, j'ai envie de vous dire. 3 questions que vous allez vous poser et qui vont beaucoup vous faire avancer dans votre couple. Qui vont vous aider à savoir si votre couple il est, je dirais pas équilibré, c'est quand même, avec 3 questions, c'est quand même difficile de répondre à ça, mais vous donnez une direction pour sentir si vous êtes dans une relation quand même qui vous apporte, ou si vous devez tous les deux travailler sur votre couple pour que, de toute façon, on a toujours du travail à donner, même quand on est dans une relation saine et équilibrée. Là, au Hachem, il y a toujours du travail. Il y a toujours des domaines à faire évoluer. Mais ces 3 questions elles vont vous donner une espèce d'ordre d'idée, une espèce de direction pour savoir où vous en êtes. Et pour travailler les points, justement, qui doivent être travaillés. Ne vous arrêtez jamais de travailler sur votre couple. Parce que le couple, c'est ce qui doit me donner l'essence pour évoluer dans ma vie, pour grandir, pour devenir. Si je veux devenir, je dois être, épaulée. Je dois être avec quelqu'un qui sait m'entendre, qui sait me dire des fois « Hé, oh, t'es pas sur le bon chemin là. Ah oui, là c'est bon. Tu peux y aller, je suis fière de toi. » Pas seulement pour être là pour dire « T'es trop belle. » Non, c'est gentil, c'est mignon, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça booste un petit peu mon estime de soi. Mais on est d'accord que ça ne suffit pas. Je n'ai pas envie que mon mari me dise tellement « T'es trop belle. » Je ne suis pas une vitrine. J'ai envie qu'il me dise qu'il m'a vue à l'intérieur, qu'il sait qui je suis, qu'il me ressent, qu'il me comprend. Alors des fois, il ne me comprend pas, mais qu'il a envie de me comprendre en tout cas. C'est déjà pas mal. D'accord? Donc, 3 questions. Je vous invite même à les noter. Qu'est-ce que votre couple apporte à vous-même? À votre estime de vous-même, pardon. Ce qui revient au même, hein, parce que moi-même, ça fait partie de mon estime. Bref. À votre estime de vous-même. Qu'est-ce que votre couple apporte à votre estime de vous-même? Est-ce qu'il vous la booste? Est-ce qu'il vous la détruit? Est-ce qu'il vous la casse? Est-ce qu'il vous la grandit? Est-ce qu'il vous la rapetissit? Voilà, répondez. De manière directe, c'est-à-dire que, ah oui, une notion importante que je n'ai pas dit, bon, après. En quoi mon conjoint m'a permis de réaliser mes objectifs? Ou de manière indirecte, ça veut dire en quoi suis-je fière de mon conjoint? Alors là, je dois vous expliquer, parce que je devais vous le dire. Vous voyez, je l'avais écrit, je ne l'ai pas dit. Il y a la façon directe de booster mon estime de moi et la façon indirecte. C'est quoi? Dans les couples qui fonctionnent bien, quand mon mari ou ma femme fait quelque chose de bien, eh ben, je me sens valorisée moi-même quand il fait bien. Par exemple, il y a des invités et là, je sais pas, mon mari, je sais pas, ça me vient comme ça, il se met à jouer du piano et il joue trop bien. Et là, tout le monde, waouh, bravo, oh là là, c'est trop beau, c'est trop sympa, tu me joues du Bruel? Non, je rigole. Ah là là, c'est trop bien. Ah, mais franchement, ça nous met du baume au cœur. Quelle joie, quel bonheur. Si la femme, elle se sent valorisée, elle se dit ah ouais, mon mari, il est trop, trop mignon. Vous voyez, en plus, c'est son côté romantique qui ressort. J'adore, ça me fait rêver. C'est que de façon indirecte, vous aussi, ça a boosté votre estime de vous. C'est pas vous qui avez joué au piano, c'est votre mari. Mais ça vous a boosté à vous aussi, qu'on vous complimente comme ça. Ça vous rend fier de lui. Ça vous fait du bien, vous l'aimez encore plus. Si par contre, quand il joue au piano et que tout le monde le valorise, vous vous sentez pas bien. Ouais, il mérite même pas lui. De toute façon, il fout rien à la maison, il est personne, il pense qu'à lui, il joue du piano, ouais, super. Qu'est-ce que tu veux que ça m'apporte? Rien à faire qu'il ait une belle voix, rien à faire qu'il joue bien, rien du tout. D'accord? Ça veut dire que, ou même, alors ça peut être une sorte de réflexion. Une deuxième sorte de réflexion, ça peut être, et moi dans tout ça? Ouais, de toute façon, lui, il fait tout bien, il joue au piano, il a une bonne profession, il est beau gosse, il parle bien, tout le monde l'adore. Et moi? Et moi, et moi, et moi dans tout ça. C'est-à-dire, je me sens menacée et j'ai l'impression que personne ne me voit, tout le monde est là en train de le regarder, chanter, jouer du piano, tout ça. Et moi, j'ai l'impression d'être transparente. Donc, ça veut dire que finalement, je me sens pas boostée quand lui reçoit des compliments. Je n'ai pas l'impression que moi, ça me fait du bien. Au contraire, j'ai l'impression que ça me détruit. Ça me casse, je n'existe pas, je perds en confiance en moi, je perds en estime de moi. D'accord? Donc ça, évidemment, vous l'aurez compris, c'est dans un couple qui est ce qu'on appelle une relation de couple dysfonctionnelle. Dans un couple qui fonctionne bien, dans un couple équilibré et sain, je dois me sentir, voilà comment je dois me sentir. En fait, voilà la direction, d'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, je suis dans le noir, dans la solitude et je vois de loin une maison éclairée avec des enfants qui jouent et le soleil. J'ai envie d'y aller à cette maison-là. Ça me donne envie, ça m'attire, voilà. Voilà, la direction, c'est ça. La maison ensoleillée, c'est je dois en réalité, quand mon mari il reçoit des compliments, je dois me sentir boostée, je dois me sentir valorisée, ça me fait du bien. D'accord?
Ça, c'est une première chose. Donc, je reviens à ma question. Est-ce que, de manière indirecte, en quoi mon conjoint m'a permis de réaliser mes objectifs de manière directe ou indirecte? Ou en quoi il me booste mon estime de moi de manière directe ou indirecte? Ça veut dire que lui, par exemple, disons que moi, je suis femme au foyer, on a des enfants, je m'en occupe, je m'occupe de la maison, je la décore, je ne sais pas, il y a tellement à faire dans une maison, de toute façon. C'est un métier en soi qui représente tous les métiers réunis du monde réuni, pardon. Mais disons, voilà, je suis femme au foyer, et lui, il est, je sais pas, des métiers très, très réputés, très, très reconnus, genre chirurgien en cardiologie des nourrissons. Je sais pas, un truc de fou, ok? C'est une tronche. Il est reconnu. Est-ce que moi, ça me valorise ou est-ce que je me dis, ouais, bah, de toute façon, on voit toujours lui, on ne voit jamais moi? Vous voyez? C'est le genre de question à se poser. Ou au contraire, je suis très valorisée. Encore une fois, je suis tellement fière de lui, je suis tellement... voilà, je me sens bien, je suis bien avec mon rôle de femme au foyer, et je suis bien avec son rôle, et je l'aime vraiment, et il m'aime vraiment. Enfin, voilà. Ok, première question. Deuxième question. Mon couple repose-t-il sur des bases équilibrées? Est-ce que j'aide mon conjoint? Est-ce que j'aide, non, mon couple repose-t-il sur des bases équilibrées? Et est-ce que j'ai aidé moi-même, mon conjoint, à atteindre certains de ses objectifs? Est-il, c'est une autre question qui est suite à cela, est-il fier de moi? D'accord? Est-ce que lui, il est fier de moi? Et est-ce que moi-même, je l'ai aidé à réaliser des choses, des objectifs? Vous aurez bien compris que si vous dites oui, je l'ai aidé, il est fier de moi aussi, on a compris, on est dans des bases saines. Ok? Si par exemple, moi je trouve que oui, moi je l'ai beaucoup aidé, mais lui, il ne m'a pas assez aidé, par exemple, ça peut arriver, il y a un décalage, il y a un déséquilibre, forcément que je vais certainement ressentir de la colère, de la rancœur, et ainsi de suite. Et ça, c'est à discuter, c'est à en parler. Ces questions-là, vous pouvez vous les poser ensemble d'ailleurs. Vous pouvez vous les poser au départ tous les deux, au départ tout seul, ensuite tous les deux. À vous de voir. Ensuite, troisième question. Existe-t-il des domaines où j'ai le sentiment que nous sommes en compétition? Ou jaloux l'un de l'autre? Ou en avons-nous déjà discuté? Par exemple, c'est un sujet aussi qui revient souvent en consultation. Bah oui, mon mari, des enfants, il sait s'en occuper. Moi, je m'énerve avec eux. En même temps, disons que c'est une femme, ça m'arrive souvent avec des femmes qui sont toute la journée avec leurs enfants. Genre, ils finissent à 13h les enfants et le mari, il arrive à 20h et tout se passe bien. En même temps, ouais. Alors, il y a des questions, après je réponds parce que sinon je vais perdre le fil. En même temps, attends, j'ai perdu le fil là déjà. J'ai le sentiment que nous sommes en compétition. Ah mince, j'ai perdu le fil. En avons-nous déjà discuté? Mince, ça alors. Ça m'arrive pas souvent, mais bon, ok. Alors je reprends la question, ça va me revenir peut-être. Existe-t-il des domaines où j'ai le sentiment que nous sommes en compétition ou jaloux l'un de l'autre? D'accord? Donc, ça m'énerve, ça ne revient pas. Bon, bah, c'est comme l'histoire du piano. Je me sens jalouse finalement qu'on ne me remarque pas et que lui, on le remarque. Et j'ai mal de ça. Et comme je vous l'ai dit d'ailleurs, dans un cours qui concernait l'estime de soi personnelle, individuelle, je vous avais dit quand on est jaloux de quelqu'un, et ça valable aussi dans le couple, quand on est jaloux, ça veut dire qu'il y a un domaine où moi, je ne me sens pas assez bien avec moi-même et c'est pour ça que je jalouse l'autre. D'accord? C'est pas forcément seulement parce qu'il est brillant ou parce qu'il a mal fait avec moi, enfin, et qu'il se comporte mal. Ça peut être aussi tout simplement que moi, je ne me sens pas en phase avec moi-même, je ne me sens pas fière de moi. Et du coup, quand on va le remarquer, je me sens menacée. D'accord? Et donc là, c'est un travail interne que j'ai besoin de faire, avec moi-même déjà. De toute façon, de travailler sur mon estime de moi m'apportera toujours dans le couple. Ça résoudra automatiquement des choses, même sans que moi, j'y prenne garde. C'est-à-dire, je ne me sentirai pas forcément attaquée, menacée, je ne prendrai pas tout personnellement. Ça, c'est quand j'ai une bonne estime de moi. Donc, ce n'est pas forcément l'autre qui fait des choses contre moi. C'est moi aussi qui pouvons les prendre contre moi. Et c'est dommage parce que je ne me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. C'était pas mal, enfin, je pense. Je ne sais pas pourquoi c'est parti. Bon, s'il y en a une qui peut me dire, avec plaisir. Pour l'instant, je vois les commentaires de Facebook, mais pas là-bas. Voilà. Donc, pour conclure, je vous ai donné ces questions. Vous pouvez vous les poser en couple, encore une fois, ou toute seule. Mais ne vous brisez pas pour ça. C'est-à-dire, même si vous remarquez que les objectifs n'ont pas été atteints. Ah oui, c'est ça que je vous disais. Le déséquilibre dans le couple. Le déséquilibre, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir beaucoup plus investi, vous pour lui, que lui pour vous.
Et quelque part, vous trouvez ce déséquilibre injuste, forcément, et vous lui en voulez pour ça. Là, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte, il y a eu ainsi un mécanisme qui s'est enclenché où il était plus habitué à travailler peut-être, je sais pas, professionnellement dehors et à être encouragé. Et il n'a pas appris à donner lui aussi. Et ça s'apprend à donner aussi. Pas si naturel. Donc, il faut remettre les choses à jour. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Retenez-le, mais surtout, on peut remettre les choses à jour et il faut en parler. Il faut là encore communiquer, je sais, je me répète, mais c'est tellement important. C'est la clé en fait. Il n'y a personne qui pourra vous dire fais comme ci ou fais comme ça. C'est dans votre couple que vous devez trouver tous les deux votre base à vous. Ce qui vous fait du bien à tous les deux. Ce qui vous équilibre à tous les deux et ce dont... connaître ses besoins, c'est très important pour pouvoir les communiquer à l'autre. Si moi, je ne les connais pas, je ne peux pas lui transmettre. Donc déjà, dans un premier temps, c'est vrai, c'est important de se connaître pour pouvoir guider l'autre vers moi-même. Par exemple, je n'ai pas conscience moi-même de ne pas... d'encourager sans arrêt et de moi de ne pas être assez encouragée. Moi, je suis tellement de personnes qui donnent que je ne me rends même pas compte que moi, on ne m'encourage pas. Et après, je vais lui en vouloir. Mais lui, en fait, comme on ne lui a jamais dit... Enfin, on est parti dans une certaine relation où lui, il recevait, moi, je donnais. On ne peut pas lui dire que la responsabilité, elle est 100% sur lui. Moi aussi, je n'ai pas su dire j'existe là-dedans. Vous voyez ou pas? Maintenant, bien sûr, il aurait pu dire au fait, tu existes, je t'encourage. Mais quand on part dans un certain système de fonctionnement, c'est très compliqué en fait de se réveiller soi-même en fait. On est dedans. C'est comme on est je prends une expression, mais enfin une image. On est le nez dans le guidon sur la route. On voit pas tout ce qui se passe au four. On est sur un vélo. On a le nez sur le guidon, on voit pas. Pour résoudre une équation, parfois il faut s'extraire. D'accord? C'est une règle mathématique, mais qui est valable en psychologie, c'est-à-dire, enfin en tout d'ailleurs, je m'extrais un petit peu, je prends du recul, et là je suis capable de voir, mais attends, il y a un déséquilibre. En fait, je t'ai donné beaucoup plus que tu m'as donné, et j'aimerais qu'on rééquilibre tout ça. Je suis en manque là. Moi aussi, j'ai envie de me réaliser. Moi aussi, j'ai envie de devenir. Et je suis très contente que tu sois devenue. Mais moi aussi, j'existe. Vous voyez, par exemple. C'est un exemple, encore une fois, j'illustre, mais ça peut partir sur beaucoup de sujets de conversation. Et ça peut être très enrichissant pour le couple. Mais attention, on ne tombe plus dans le conflit pathologique. Parce que maintenant, on a appris ce soir que c'est mauvais. D'abord, c'est destructeur pour l'estime de soi. Et on a appris que le conflit... Enfin, on n'a pas tout appris, évidemment, parce que c'est un sujet très, très, très vaste. Mais le conflit doit être là pour nous faire grandir et non pas pour nous détruire. Le conflit doit être là pour nous connaître, pour apprendre à nous connaître, apprendre nos besoins, et certainement pas pour nous faire tomber. Voilà, j'espère que ce cours vous a apporté. Je vous remercie sur Facebook, Evelyne, qui me dit beaucoup, merci beaucoup. Je suis contente que ça vous a apporté. On se retrouve tous les lundis soirs pour continuer. Et puis, je vous invite à me donner vos avis et surtout à... même s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde, parce que maintenant on est parti pour tous les lundis soirs, alors vous pouvez y aller avec plaisir. Et pour celles, alors attendez, je me mets un peu sur Zoom aussi, du coup, parce qu'en fait, même si sur le téléphone, bref. Merci beaucoup, très intéressant. Merci beaucoup, Audrey. Ah ouais, on est nombreux ce soir, je n'avais même pas vu. D'accord, 67, super, au prochain. Et ce que je voulais vous dire, oui, enfin, sur plus Facebook, on doit être près d'une centaine. Donc, au prochain, ça veut dire que ce que j'espère, c'est que vous allez, comment vous dire, grandir de ça. Et surtout, apprendre à travailler sur soi sans ne jamais désespérer. C'est que des messages, en fait, que je veux vous transmettre, d'avoir positif. Et bien sûr, apprendre des choses. Mais c'est sûr que ce n'est pas en un cours d'une heure qu'on a tout appris, mais savoir que ça existe, qu'il y a des solutions, qu'on peut apprendre, qu'on peut grandir, qu'on peut évoluer, que rien n'est jamais fini, qu'on est dans une vie dynamique, que la vie, elle évolue tous les jours, que chaque jour est un ridouche, est un renouveau, et que je suis là pour apprendre, c'est à ça que ça sert. Donc, plus on est nombreux à se le transmettre, plus on est nombreux à l'acquérir, plus on peut le dire à l'autre, et plus, encore une fois, le monde peut évoluer. Merci beaucoup pour vos remerciements, enfin pour tous les messages positifs que je reçois là. Qui m'intéresse, les disputes des enfants. Ok, je retiens. Comment agir lorsqu'on lui parle et qu'il est toujours en train de dire je suis sensible, tu me vexes, tout à tout bout de champ. Ah oui, ça aussi, j'aurais dû en parler. Il y a tellement de choses à dire. Bien sûr, c'est très dur de tenir et d'avancer parce que ça parle à l'émotion. C'est l'émotionnel. Oui, je répète la question. Bravo, ne jamais désespérer. Mais parfois, une dame me dit c'est dur de tenir et d'avancer. Évidemment, c'est très dur parce que, encore une fois, ça touche à l'émotionnel.
C'est dur d'avancer quand j'ai une blessure à la jambe et d'aller faire du vélo. C'est dur, très dur. Mais disons qu'en fait, il faut apprendre à soigner pour avancer. Enfin, il faut apprendre qu'on peut soigner. On n'est pas obligé de traîner nos blessures et d'avancer, de les pédaler. Non, on peut les soigner. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas assez. On sait que le physique, ça soigne maintenant, au Prachem, mais on ne sait pas assez que le psychique aussi, ça se soigne. Ah oui, merci Raya de me le rappeler. Comment me contacter? Alors déjà, j'ai un numéro de téléphone. Donc, je vais vous donner mon numéro. Et ensuite, sachez que j'ai un groupe WhatsApp où on peut me poser des questions en privé et j'y réponds de façon anonyme en public sur les groupes. J'y réponds de façon anonyme. Ça concerne l'éducation, le shalom bayit, enfin le couple, vous l'aurez compris, et l'épanouissement personnel. Ensuite, par ça, je fais évidemment des consultations à distance ou à Jérusalem, mon cabinet sur King George. Ou quoi d'autre, j'ai une chaîne YouTube et j'ai un blog. Donc comme ça, vous pouvez vous enrichir, encore vous enrichir. Donc je vous donne mon numéro déjà. Sur Facebook aussi, je vais le donner. Je pense que ça fera rien. Je sais pas. C'est mieux sur Zoom, mais et donc sur le numéro, il y a WhatsApp si vous avez des questions ou quoi. La question d'avant, SVP, comment vous contacter? Voilà, j'ai répondu. Et par téléphone, oui, je fais des consultations par téléphone aussi, c'est ça? Voilà. Écoutez, je crois que on est arrivé à la fin. À chaque fois, j'ai du mal à vous quitter, hein, vous avez remarqué. Alors, oui, sur Facebook, c'était en live, mais pour une fois, j'ai mis sur Donna Mama et pas sur ma page, parce que sur ma page, il y a des fois... Enfin, là, je savais que ça parlait du couple et donc que ça allait être peut-être plus ciblé sur les mamans, les femmes, voilà. Parce que, enfin, de toute façon, il y a tellement de choses à dire, il faut que je m'arrête, mais sachez que tous nos conflits vont avoir une influence sur nos enfants, automatiquement. Donc, c'est marrant, j'entends juste... Bon, tous nos conflits vont avoir une influence sur nos enfants. Donc, plus je sais les soigner, les traiter, les traiter, plus mes enfants, ça va être équilibré pour eux. Et comment vous dire? Nos enfants, c'est notre avenir. Nos enfants, c'est eux à qui je dois transmettre. Donc, si je suis dans un schéma, j'ai envie de dire oui, pathologique, mais malsain, ça va être mauvais pour leur devenir à eux. Donc, en tant que mère, j'ai une responsabilité bien sûr, de bien construire mon couple si je suis mariée. Évidemment, si je suis célibataire, c'est différent. Je dois une responsabilité d'être bien avec moi-même. Mais si je suis en couple, j'ai une responsabilité de tout faire. Et lui et moi, bien sûr, pour que ça aille bien. Voilà. Vraiment, c'est une responsabilité. Je ne vous ai pas trouvé en live sur Facebook. Oui, parce que je suis là, ce soir, exceptionnellement, je me suis mise sur le groupe Donna Mama. Sur Facebook, c'est Myriam Ben Simon. Sinon, j'ai une page, parce que sur Facebook, il faut que j'en crée une autre. Comment dire? Je suis à 5000 amis, je crois que je ne peux plus accepter personne. Mais j'ai une page, Myriam Psycho et Bien-être. Et là-bas, vous pouvez tout trouver aussi. Vous pouvez vous abonner et... vous pouvez tout trouver. Non, les cours sur Zoom, je ne les ai pas mis. Bon, c'est dur d'être sur tous les réseaux en même temps. Mais voilà. Voilà. Où peut-on retrouver les cours de ce soir? Alors, je vais faire une page sur mon blog où je vais mettre tous les liens en Zoom et je les mettrai là-bas. En attendant, je les envoie sur WhatsApp. Voilà. Ah voilà. Et puis sur Yeshiva Online, on peut les retrouver sur Yeshiva Online. Alors, je ne savais même pas. D'accord. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez les... non, c'est pas ça que je voulais dire. Où peut-on trouver le cours de ce soir? Oui, sur... non, je ne sais plus. Je crois que je suis fatiguée ce soir. Peut-on avoir votre numéro? Oui, je l'ai noté. Je le renote alors. 52, voilà. 93. Voilà. Attendez, hop. Donc, Facebook, Donna Mama, je suis heureuse de vous avoir donné un cours. Je suis contente si ça vous a apporté. On se retrouve. Avant, je donnais des cours tous les jeudis soirs. Et si vous voulez, tous les lundis soirs, je continue à donner sur Donna Mama. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et pour un prochain cours, Vedrat Hashem, tous les lundis soirs. Voilà. Zoom, je suis là. Voilà, j'enlève ici. Je suis très spontanée, hein, je suis désolée, mais je ne sais pas comment on procède, je le fais comme ça me vient.